Bonjour, je suis Georges Caudron, mais je ne suis pas certain que vous reconnaissiez ma voix. Je suis seulement là pour vous dire que vous pouvez faire confiance à Guigui lorsqu'il vous parle d'une de ses séries préférées. Mais attention aux spoilers. My Struggle 3ème partie. Il s'agit de la résolution du cliffhanger de la saison précédente, voyant une apocalypse virale et Scully aux prises avec un ovni au-dessus d'elle sur un pont de Washington DC. Comment diable cela pouvait-il se résoudre? Il s'avère que la théorie que nous avions énoncée dans une vidéo précédente était parfaitement fondée. Tout le dernier épisode de la saison 10 n'est qu'une vision de Scully l'avertissant du danger à venir. Ce qui a le mérite de reposer les enjeux qui sont au maximum, car il s'agit bel et bien de la fin du monde. Avant de m'attarder sur les révélations de l'épisode, j'aimerais dire quelques mots sur la qualité intrinsèque de ce dernier. Je m'attendais à une catastrophe car l'épisode précédent était plutôt indigeste, et surtout les premiers retours des fans sur Twitter étaient plutôt catastrophiques. Pourtant, j'ai bien aimé, même s'il y a bien sûr ces innombrables défauts qui nous font penser que Chris Carter devrait passer la main. Le souci de cet épisode n'est pas ses choix scénaristiques, mais bel et bien l'écriture, la réalisation et le montage, qui s'est un peu 24 heures easé, la série avec Jack Bauer. Le tout par un Chris Carter moins à l'aise qu'il ne le croit avec les standards techniques de 2018. Bon, moi de mon côté, j'ai acté depuis 2008 au moins que Chris Carter se reposait sur ses lauriers. Mes attentes donc à son encontre ont baissé depuis la saison 10 au moins. Je me suis déjà longuement étendu sur ce sujet dans mes précédentes vidéos de pourquoi X-Files a perdu en qualité, ainsi que dans le récapitulatif de la saison 10. D'ailleurs, nous retrouvons ici exactement les mêmes défauts que dans les épisodes de la saison 10, écrits et dirigés par Chris Carter, le créateur de la série. Il n'y a plus du tout d'enquête, les informations tombent sur Mulder et Scully, et il y a pas mal de raccourcis et de facilités scénaristiques pour faire avancer le récit. On est donc bien loin de la subtilité qui caractérisait la série à ses débuts. Pour la révélation finale, dont je parlerai à la fin de la vidéo, il y a aussi un côté soap opéra qui est très présent. Mais quelque part, c'est quand même le cas depuis la saison 5 au moins, et il n'est plus possible de revenir sur ce point. Ça fait vraiment partie de l'ADN de la série depuis. Et c'est bien pour cela que je considère que les 4 premières saisons, à mon sens, sont comme quasi parfaites. Mais bref, on est tous d'accord, la réalisation, le montage et l'écriture hystérique font que la mythologie n'a plus la finesse ni les bonnes ambiances d'antan, qui sacrifie même la bande originale de Mark Snow, noyée par le montage. On le déplore tous, mais il faut aussi faire son deuil quelque part, sinon c'est foutu. Et on se fait un ulcère à l'estomac. Bon, il ne faut pas oublier que peut-être, voire sûrement, la chaîne, la Fox, doit donner un cahier des charges à Chris Carter et j'imagine bien qu'il demande à avoir un peu plus d'action par exemple, pour être un peu dans l'ambiance de l'époque. Mais même si ce n'est pas le cas, et que Chris Carter s'imposerait tout ça à lui-même, au point d'être le quart de ce qu'il était il y a 20 ans, X-Files a changé, c'est comme ça. Et en tout cas pour la mythologie, parce que pour les loners, on a toujours un peu l'espoir de retrouver la saveur d'une bonne histoire. Donc on ne va pas répéter sans cesse les mêmes choses, je pense que tout le monde est d'accord sur ce constat. Encore une fois, l'écriture, la réalisation et le montage sont devenus standardisés, loin du génie que fut la série et que seul Vince Gilligan semble perpétuer le savoir-faire en ce moment avec sa série Better Call Saul, par exemple. On est donc tous carrément d'accord pour dire que Chris Carter tire sa propre création vers le bas, à force de s'obstiner à la continuer. Je trouve juste que la haine actuelle déversée sur les réseaux sociaux est totalement disproportionnée. Ce n'est pas comme si X-Files était passé du statut d'œuvre culte quasi parfaite à série de science-fiction tout juste sympa d'un seul coup. Cela a pris des années quand même. Et passer la centaine d'épisodes, c'est même plutôt normal. Vous imaginez Breaking Bad ou Twin Peaks atteindre 200 épisodes, vous? Imaginez alors The X-Files avec le même nombre d'épisodes que Breaking Bad par exemple. Et vous sentirez tout l'intérêt de mon propos. Et on sait tous que la Fox a obligé Chris Carter à continuer plus que de raison. Donc maintenant, le bonhomme est aussi pris au piège par le passé, et son besoin d'argent peut-être, que certains fans par la nostalgie. C'est bien dommage, mais c'est ainsi, la série est devenue carrément moins bien, et c'est forcément décevant en soi. Mais ce n'est pas non plus la grosse merdasse de la télévision comme j'ai pu le lire parfois sur internet. Il y a certes des fautes de goût flagrantes qui auraient pu être facilement évitées, comme cette voix off de Mulder qui semble avoir été ajoutée à la dernière minute et qui est complètement lamentable, comme si en 2018 on ne pouvait plus passer de temps sans parole, et qu'il faille toujours que tout aille très vite et soit très rempli. Niveau écriture, réalisation et montage, c'est donc toujours pas le top. Mais c'est quand même mieux que My Struggle première partie et deuxième partie dans l'ensemble. En ce qui me concerne, c'est donc vraiment le meilleur des trois. Maintenant que j'ai plutôt bien détaillé ce qui ne va pas dans l'épisode, parlons un peu de ce qui fonctionne.
Les 10 premières minutes me semblent très bonnes, même si la voix off de Mulder est inutile et pompeuse. Mais le montage en parallèle tout du long de récit est une bonne idée, même si maladroit par endroits, par faute de temps. Car pour que de tels effets fonctionnent, il faut des scènes où ça respire, donc il faut du temps. Les idées sont plutôt bonnes, mais donc mal amenées. Ici, comme tout va trop vite, ça marche moins bien. Et la scène finale, à mon avis, fait le job. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Sinon, j'adore le fait que cela efface un épisode qui est plutôt nul. Et j'aime aussi le nouveau rôle de Monica Reyes, tout comme celui de Skinner, avec un Mitch Pileggi qui brille par sa prestation. Que ces personnages que tout le monde aime bien sombrent et se laissent peu à peu corrompre est plaisant, car cela renforce l'aura de l'homme à la cigarette et ça donne du crédit à son pouvoir de manipulation. Et le fait que tous ces personnages aient vieilli donne également du crédit à ces revirements. Sinon, du point de vue mythologique, comme le dit Mulder, on ne nous dit que la moitié, et sans doute avec une foule de mensonges, donc tout va bien à ce niveau. Il nous faudra bien sûr le recul de toute la saison pour émettre des théories correctes sur le rôle exact des extraterrestres et pour continuer notre décryptage de la mythologie, amorcé par mes vidéos précédentes. D'autant plus que plusieurs pistes intéressantes s'offrent à nous et notamment l'idée que les aliens ne soient pas du tout impliqués dans la conspiration, mais ça j'y reviendrai plus tard. Autre chose, je suis ravi du teasing qui est fait sur William qu'on aperçoit ici et là. Il est donc la source des visions de Scully, ce qui implique que ce qu'a fait Jeffrey Spender dans la saison 9 n'est pas un succès complet et que William continue d'avoir des pouvoirs, à l'instar d'A Gibson Price par exemple, ou des jeunes que nous avons vus dans l'épisode 2 de la saison 10, The Founder's Mutation. Je suis content d'avoir revu Jeffrey Spender du coup, car c'est toujours plaisant de voir que l'ensemble des personnages antérieurs n'est pas oublié. L'agent spécial Jeffrey Spender était une personne arrogante, ambitieuse et têtue. Sa mère, Cassandra Spender, affirmait depuis des années qu'elle était en contact avec des extraterrestres, chose que se refusait de croire catégoriquement Jeffrey, ce qui fut à la base de nombreuses tensions familiales dans sa jeunesse. D'autant plus que le père avait déserté le domicile familial. En 1998, alors que sa mère est en contact avec les agents Mulder et Scully pour une affaire, l'agent Spender voit tout ceci d'un très mauvais œil. Et encore plus lorsque sa mère disparaîtra, enlevée par des extraterrestres, chose que se refusera bien sûr de croire Jeffrey. Entre 1973 et 1979, Jeffrey Spender vivra dans une base militaire de Californie avec sa mère Cassandra, en compagnie de Samantha Mulder, bien que leurs souvenirs seront par la suite modifiés par le fumeur afin de conserver son anonymat, même auprès de sa propre famille. C'est en février 1998 que Jeffrey rencontre Mulder et Scully. Quelques mois plus tard, lors de l'affaire Gibson Price, l'agent Spender se heurte à nouveau à l'agent Mulder. Le fumeur viendra également lui annoncer qu'il est son père et le prendra sous son aile. Encore une année plus tard, alors que Cassandra Spender est retrouvée, Jeffrey se heurte cette fois à son père et comprend alors toute la teneur du projet du consortium. Il sait désormais que les extraterrestres sont parmi nous, ce qui chamboulera toutes ses convictions. Dans le même temps, Cassandra sera récupérée par les rebelles sans visage, tandis que le syndicat sera détruit. Nous sommes depuis sans nouvelles d'elle, mais peut-être la reverrons-nous un jour. L'agent Spender retournera sa veste et trahira alors son père. Jeffrey sera par la suite carrément abattu par le fumeur. Mais Jeffrey survivra, défiguré. Son père l'enverra même dans un centre du consortium afin qu'il serve de cobaye à certaines expériences. Des tests qui vont lui brûler tout le corps. Malgré cela, il réussira à survivre et s'échappera lors du délabrement de la conspiration. Sa seule motivation alors est d'empêcher la colonisation afin de se venger de son père, en détruisant son œuvre. Pour ce faire, quelques années plus tard, il enlèvera les pouvoirs de William, le fils de Scully, en lui injectant de la magnétite liquide, ce qui devrait détruire les propriétés de super soldat de William. Il revient aujourd'hui bien remis de ses graves blessures à l'instar de son père, Carl Gerhard Busch. Ce qui nous amène directement au twist final qui m'a beaucoup plu, car je suis une mauvaise personne. Et qui confirme des théories vieilles de presque 20 ans. J'ai donc bien aimé ce revirement, même s'il sera sans doute temporaire, car le dernier épisode de la saison nous apprendra peut-être qu'il s'agissait d'une fake news. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode, arrêtez tout maintenant. Attention, révélation, le fumeur serait donc le véritable père de William. Celui-ci aurait fait tomber enceinte Scully dans son sommeil durant l'épisode En Ami de la saison 7. Depuis 17 ans, l'épisode En Ami me semblait bizarre, car on se demandait toujours à quoi il servait vraiment. C'était un excellent opus qui aurait pu se suffire à lui-même, mais j'ai toujours trouvé qu'il manquait quelque chose, que quelque chose clochait, comme s'il manquait une information. D'ailleurs, la scène des gants, on s'est tous posé des questions, à en remplir des pages entières d'anciens forums sur internet. Certains avaient même déjà émis l'hypothèse que le Smoking Man soit le père de l'enfant de Scully à l'époque.
Moi-même, dans une de mes critiques, je disais qu'en voyant l'épisode, on pouvait se demander si William Hill Davis, en écrivant cet opus, car c'était le scénariste de cet épisode, ne serait pas un peu amoureux de Gillian Anderson et du personnage de Scully. En tout cas, cela résonnait un peu comme un hommage. Il avait réussi ainsi à intégrer vraiment Scully comme l'élément primordial, crédible de la conspiration, et non plus comme celle qui seconde simplement Mulder. Et dans mon analyse de l'épisode de Requiem, où nous apprenions la grossesse de Scully, j'émettais même l'idée que le fumeur pouvait être derrière tout ça, derrière sa grossesse. Bien sûr, c'est malsain au possible, écœurant et ignoble, mais c'est un peu ce qu'on attend d'un tel personnage tout de même, qui est clairement un gros psychopathe. Du coup, je ne vois pas en quoi cela est gênant, car cela sert vraiment l'histoire. Il est clair que les personnages de Mulder et Scully ont tellement souffert que ce sera la goutte d'eau qui... Mais attendez, Mulder est déjà borderline. En fait non, il est même déjà carrément barge, il égorge un gars sans sourciller, et le fumeur sait que s'il croise son chemin, ce dernier l'abattra dans la seconde. Mais tout ceci ne me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange, en revanche, c'est que ça restreint quand même beaucoup le propos de la série, sur les personnages qui sont du coup trop le centre de l'univers. Que ce soit des histoires de ce qu'on va appeler une famille dysfonctionnelle qui soit à la base du sort de l'humanité, c'est pas très fin. Mais bon, cela n'est pas incohérent avec les personnages ni les événements. D'ailleurs, on peut vraiment croire que Chris Carter avait prévu ce Joker depuis En Ami. Souvenez-vous que, comme je le disais plus tôt, cette théorie avait déjà été évoquée à l'époque par les fans. À l'instar de la théorie des visions de Scully qui s'est avérée également vraie, ce qui implique tout de même que ces coups de théâtre étaient bel et bien prévus à l'origine. Tout comme on pourrait aussi croire que ceci serait de l'opportunisme, mais peu importe car dans les deux cas ça marche très bien. Les moments un peu inexplicables du fumeur dans l'épisode de la saison 7 trouvent alors leur sens, en tout cas en apparence. Mais ce qui compte réellement maintenant, c'est que va faire Chris Carter de ce rebondissement que personne n'attendait. Du coup, maintenant on peut se demander mais quels sont les plans du fumeur ? Tout simplement de sauver l'humanité et la planète en anéantissant pas loin de 7 milliards d'individus, de quoi enrayer la pollution qui menace la Terre et le futur de l'espèce humaine. Car en réalité, les extraterrestres n'ont jamais cherché à nous coloniser, et ceux-ci ont été découverts puis exploités, ainsi que leur technologie, ce qui rend le plan de CGB possible. Exploité par l'humanité, bien sûr. Mais comment est-ce possible ? Tout ce que nous avons vu durant 9 saisons nous a montré des aliens prêts à nous envahir pourtant. En réalité, je pense que tout ce que nous avons vu, les métamorphes, les super soldats et autres hybrides extraterrestres, sont de création humaine, tout comme l'OVNI vu dans le premier épisode de My Struggle. En effet, le premier crash de 1947, qui nous est montré dans ce même épisode, ne possédait pas une base de données avec les plans d'invasion, mais plutôt des informations démontrant que l'humanité allait droit à sa perte en s'autodétruisant. Dans My Struggle deuxième partie, la vision de Scully, le fumeur dit bien que les extraterrestres ont vu tout ça, ont vu notre futur, ont vu ce qui allait nous arriver. Et c'est ce que cherche à éviter le fumeur, en tuant presque tout le monde. En effet, il vaut mieux une poignée d'élus survivants plutôt que plus d'humains du tout, et surtout une Terre encore viable. Le syndicat aura donc été berné par l'homme à la cigarette et par la fausse base de données mise en scène à destination des agences gouvernementales à Roswell, sans doute quelques mois après le véritable crash. Tout ceci est renforcé par les scènes que nous avons vues avec les aliens depuis la saison 10. Ils ne semblent pas avoir d'ascendant sur l'humanité, donc soit ils sont bienveillants, soit ils sont juste indifférents, et parfois certains d'entre eux tombent entre nos mains. Souvenez-vous que dans la première vidéo de décryptage de la mythologie, je disais bien qu'il y avait eu 2 crashs, que le crash de Roswell n'était pas forcément celui qu'on pensait. Et si vous trouvez que cela est tiré par les cheveux et que ça remet trop les 9 premières saisons en cause, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo démonstrative pour expliciter cette relecture de la série. Par exemple, la résolution d'Istress qui dicte l'élimination des aliens par tous les gouvernements qui en captureraient un. Cette résolution n'existe pas parce que les extraterrestres sont dangereux, mais parce que s'ils vivent, ils risqueraient de dévoiler la vérité à ceux qui les auraient accueillis, à savoir qu'ils ne sont pas là pour nous coloniser, une vérité que le fumeur ne veut surtout pas que les gouvernements officiels apprennent. Dans ce cas, pourquoi a-t-il besoin de William ? Sans doute parce que le fumeur aura besoin de ses dons de clairvoyance afin de guider les survivants après l'apocalypse, par exemple. Mais bon, tout ceci n'est que théorie, nous verrons bien si cela se précise dans les épisodes à venir. De toute façon, je ferai une vidéo sur le sujet. En attendant, n'oubliez pas que... La vérité est ailleurs.